Voilà. Au même titre, le débat a déjà démarré sur le plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au même titre que l'agriculture ou l'industrie et les services, Patrice Talon a fait de la culture et des arts dans leur ensemble un levier important de développement. Cela s'est traduit notamment dans les programmes d'action du gouvernement 1 et 2 par un pipeline impressionnant de projets, pour le moins impressionnant. Musées anciens et nouveaux, route des couvents vaudous et route des Tatars, nouveau palais royal de Niki et arène de la Gani. Si ces projets sont censés matérialiser la vision du chef de l'État ici au Bénin, l'autre levier de cette transformation est l'axe mémoriel. Retour des objets d'art, vous vous en souvenez certainement. Érection des monuments de l'Amazone, Bioguera, de l'Obélix au dévoué, le pèlerinage en Martinique sur les traces du héros béanzin et celui au Brésil qui vient de s'achever sur les traces de certains de nos ancêtres à Salvador de Bahia. Et puis, à côté de ces actes, le discours, la mémoire commune, celle de l'esclavage et de la colonisation comme nouveau vecteur de coopération. Sur chacune de ces terres, Patrice Talon semble prôner une sorte de nouveau discours de la libération devant nous porter vers la terre promise, celle du développement. Faire table rase du passé pour mieux avancer ensemble. Nous allons interroger ce parti pris du président de la République, cette vision transformatrice qui semble sous-tendre bon nombre d'initiatives diplomatiques avec nos invités de ce soir que nous retrouvons juste après ce jingle. Georges Anagonou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes socio-anthropologue. Je le demeure. Agapit Napoléon Maforican, consultant politique, bonsoir. Bonsoir François Xavier. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, le troisième larron du plateau, le trio de Joël Ataï Guédégbé qui est expert en gouvernance. Culture, identité, mémoire, c'était au cœur du dernier voyage du président de la République au Brésil. Joël Ataï Guédégbé, culture, identité, mémoire, art, tout ce qui a autour, histoire, tout ce qui a autour de la culture, de l'identité d'un peuple. Pourquoi doit-on s'en préoccuper? C'est ce qui est substantiel, c'est notre moelle épinière, et puis au-delà des frontières des mers, il se trouve que nous partageons un substrat commun avec des gens qui ont quitté, et certes, la terre du Bénin, voire les terres ou les côtes africaines depuis des siècles, mais il n'en demeure pas moins que demeure vivace un courant d'identité, que voilà, les années n'ont pas éteint, que la douleur de l'esclavage plus particulièrement n'a pas réussi à gommer. Et donc il vaut mieux en prendre acte dans notre vie quotidienne. En cas dans maints aspects de notre vie au Bénin, nous sommes complètement pénétrés de cette réalité, au moins brésilienne, sans parler des autres. Les amateurs de salsa n'ont qu'à suivre mon regard par rapport à Cuba, la Colombie et autres. Saint-Domingue, si on savait, et si on savait que même du côté de la Colombie, il y a toute une vague de peuplades noires issues de l'esclavage. Donc il n'y a même pas que Cuba avec les Santeria, il n'y a pas que Haïti, dont l'origine du peuplement est très précisément localisée au Bénin avec la figure emblématique de Toussaint Louverture qui vient d'Alada. Il y a le Brésil, premier État négro-africain du monde, malgré les statistiques qui essaient de dissimuler la réalité afro- ou africaine du peuplement brésilien. Donc il était temps que le président Talon, en cas qu'un président béninois, fit cette jonction. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. L'identité était là, éparse, vécue de diverses manières, selon les familles, les régions, les divers aspects. On pourrait y revenir. Mais peut-être a-t-il fallu d'abord au plan politique construire cela au plan diplomatique, on le disait. Il me semble-t-il, c'est sous le président
Kérékou II, enfin sous l'ère démocratique, que nous avons redestiné notre cadre diplomatique afin de l'étendre notamment à Bonn, à Brasilia. Et sous le président Yaya Boni, la première ambassade ou le premier ambassadeur du Bénin a pu présenter effectivement ses lettres de créance. J'en oublie l'Afrique du Sud. Donc, il y a un certain nombre de pôles symboliques dans le monde où le Bénin se doit d'être présent et d'être effectivement présent. Alors, si on peut l'être dans toutes les dimensions au-delà de ce qui est formellement diplomatique, et ce qui est de l'intérêt économique, que le président Talon a d'emblée mis les choses au point en disant qu'il ne se présentait pas en quémandeur. C'est pas de la fierté mal placée, mais c'est pour rebondir sur ce que Georges disait tout à l'heure, c'est une manière de lancer un appel du pied, plutôt de rassurer les hommes d'affaires qu'il y a moyen de faire du business, qu'il y a moyen de faire des affaires mutuellement profitables à nos pays. Et puis, la tête des notes des listes est la culture, l'identité. Et ça, c'est formidable. Et il fallait le faire. Il fallait le faire. Et sur Vodun Days, on n'a pas toujours tout compris, notamment avec les danseurs de samba, mais il n'y a pas que le samba. Peut-être là, on comprend mieux s'exhiber. Donc, il y a même plus profond, il y a plus divers et plus enrichissant. Voilà. José Langonou, parle-t-on d'une richesse comme une autre? Et est-ce que Patrice Talon a eu raison de vouloir en faire une source de valeur ajoutée comme tous les autres pans de l'économie? Absolument. Le président Talon est convaincu de quelque chose. Il dit, dans notre culture, il y a beaucoup de choses à vendre, dans notre culture. Et si vous avez une culture comme ça, c'est que vous faites tout pour que les gens viennent visiter, les gens viennent connaître la réalité de cette culture-là. Et il a démarré sa politique culturelle par une initiative qui a abouti à une victoire éclatante, c'est-à-dire le retour des royaumes, des royaumes. D'accord? Et ça, c'était vraiment éclatant. Et ceux qui tiennent à regarder, à visiter ces royaumes-là, c'est vrai que je pense qu'on est en train de finir la construction des musées pour que désormais on puisse effectivement les installer, que les gens viennent voir. Donc, il sait que cette manière de mettre en valeur notre culture va permettre de développer à la longue le tourisme. Et le tourisme dans d'autres pays, c'est le deuxième élément de recherche, de richesse du moins, dans d'autres pays. Donc, depuis un certain temps, depuis le premier quinquennat et tout, il a pris des gages sur le plan culturel, sur le plan du tourisme. Et nous devons voir les résultats. Mais je me dis aujourd'hui déjà, vous passez tout le temps sur la place de l'Amazon, vous voyez toujours des touristes en train de prendre des photos, en train de faire choses là. On devrait déjà commencer par, peut-être petitement, mais donner les résultats de cette politique culturelle que développe le chef de l'État. Ceci dit, et lorsque vous avez fini de ramener les joyaux, moi je pense qu'il est nécessaire aussi que ceux qui sont nos frères, ceux qui sont nos amis, et qui sont restés ailleurs. Vous avez vu le discours au Brésil. On a besoin. Si vous avez suivi, on verra des pans tout à l'heure. Si vous avez suivi, si vous suivez souvent le débat entre Africains, Black, et les amis, les Antillais en France, vous savez, il était arrivé à un moment donné où les Antillais estimaient que on n'a pas besoin d'être dédommagés pour ceux qui sont restés. On n'a pas besoin d'être dédommagés parce qu'ils estiment que c'est nous qui les avons vendus. Et que, en réalité, ceux qui ont souffert, c'est eux, ceux qui sont partis. Or, l'Afrique a tout démontré que ces bras valides qui devaient nous permettre de nous développer, ce sont ces bras valides qu'on a envoyés en esclavage. Et donc, ça a freiné le développement de l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, il faut des chefs d'État, de la trempe du président Talon, pour montrer à notre diaspora, pour montrer à nos frères que, en réalité, nous sommes obligés de travailler ensemble. Nous sommes obligés de reconnaître que nous sommes des frères. Et moi, la décision qui est prise, je pense qu'on a évoqué une histoire comme ça, où la nationalité ou bien... oui, on en parlera tout à l'heure. Donc, c'est ce qui est derrière, effectivement,
c'est pour développer le tourisme. Et le tourisme, c'est un pas nécessaire pour notre économie. Les projets, quand vous passez partout, la construction des musées, la réhabilitation des places, ce sont des choses qui doivent vous permettre d'attirer les touristes. Et quand on les attire, c'est pour venir et donner un coup de fouet à notre économie déjà, et peut-être aussi de rassurer certains investisseurs. Je pense que, comment on appelle, comme Med, c'est ça, qui devait investir vers Afrique là-bas. Là, je ne sais pas où en est le projet. Qui doit investir. Pour la gestion. Donc, je ne sais pas où en est le projet, mais c'était des projets très importants qui montrent la volonté et la compréhension du chef de l'État, comme quoi la culture, nous avons quelque chose à vendre. Et pour ça, il faut sortir, il faut aller dire à nos frères, vous devez revenir. Et là, je rends hommage à, comment on l'appelle, la dame qui est morte la dernière fois. Et voilà, je rends hommage à la dame, parce que des exemples de retour au pays, c'est partie de ces initiatives-là. Voilà. Akapi Napoléon Maforican, culture, identité, art. Déjà, pourquoi doit-on s'en préoccuper? Et est-ce que Patrice Talon a eu raison d'en faire un axe carrément à part, un projet entier de son programme d'action du gouvernement? Alors là, vous posez deux questions, c'est de trop. Alors, lui, choisissez. Voilà, la première. La première. Non, en fait, c'est pour aller à la suite des Georges. Je pense que, en réalité, il y a un gros aspect touristique. Et si on parle de là, de revaloriser la mémoire, mais tant mieux, mais après la mémoire. Je pense que derrière la politique présidentielle, les options présidentielles, il n'y a que le Bénin est riche. Le Bénin est riche de l'intérieur, le Bénin est riche de l'extérieur, avec la diaspora, mais avec également tous ces peuples ressortissants d'ici. Le Bénin intervient en Haïti. On s'est senti concerné par ce qui se passe en Haïti. C'est pas rien. Il ne fait pas beau vivre là-bas actuellement. Donc le Bénin s'est engagé. Et le chef d'État a dépêché un haut cadre, un stratège de la sécurité des renseignements pour être responsable, pour être ambassadeur, représentant spécial à ce niveau. Ce n'est pas rien. Le retour des œuvres, ça, ce n'est pas rien. On n'en a pas. Mais les vaudous ça, c'est pas la mémoire, c'est la culture, c'est l'art de revaloriser la culture. Les vaudous donc, lorsque les grands projets musées, culture, les réformes, à Porto Novo, il est en train d'être construit actuellement un grand musée dans le. Le musée du Vaudou. Le musée du Vaudou. C'est le musée du Vaudou. Au niveau de l'ancienne maison de la culture. C'est le musée du Vaudou. Donc tout ça complète l'action dont vous parlez, complète la diplomatie culturelle et concourt à la mise en place d'un grand projet touristique. Le Bénin, vendu au Brésil à Salvador Bahia, on a vu, le Bénin dit désormais cet immeuble, nous allons l'entretenir ensemble. Donc ça veut dire. La maison du Bénin. Exactement, Casa du Bénin. Donc, ça montre simplement, moi je pense que c'est une vision, disons à long terme, mais également avec une gestion à court terme, voir loin, commander court, comme on dit. Donc, le chef de l'État est en train d'étendre des tentacules béninoises sur un volet dont nous n'avons pas été toujours les maîtres, alors que, regardez, notre Gambie a été vendu plus par les Togolais que par nous-mêmes, pendant longtemps. Aujourd'hui, je pense que cette cité va être réformée. Bon, il y a un projet pour dégager les OIG. Je pense que cette cité est en train d'être revalorisée, tout comme beaucoup de musées, tout comme beaucoup d'autres. Donc, je pense qu'il faut intégrer un peu la diplomatie culturelle dans toute cette dynamique que le président Talon et son gouvernement mettent en œuvre pour développer le tourisme. Donc moi, je dis, là, de revaloriser la mémoire, oui, mais dans une perspective globale, de nous reconnaître les nôtres qui sont là-bas, de ne pas nous lamenter, mais de prendre ces mouvements-là comme ces instants, comme des instants qui enrichissent le Bénin, qui enrichissent aujourd'hui la culture béninoise et l'identité béninoise dans ces localités où
l'histoire a obligé nos parents peut-être à aller s'installer, peut-être par force, dans des aspects de travaux dégradants, déshumanisants. Mais aujourd'hui, là n'est pas ça. Le monde a évolué et c'est le message qui a été passé par le chef de l'État, notamment là-bas. On n'a pas à se plaindre. Le tigre ne va pas pleurer. On va l'écouter tout à l'heure. Voilà. Mais une question avant, je l'ai posée tout à l'heure. Est-ce que c'est une richesse comme une autre? Parce qu'il y a des critiques qui viennent de ce côté-là. Bon, laissons le passé de côté, faisons du business. Est-ce que c'est une richesse comme n'importe quel autre pan de l'économie? Mais en quoi ça ne peut pas être une richesse? C'est une richesse, mais une richesse humaine. Il y a de richesse que d'hommes, a dit l'autre. Pour ne pas parler de métier. Il y a de richesse que d'hommes. Nous parlons de quoi? Nous parlons d'hommes. Mais quels hommes? Les nôtres, qui se reconnaissent parfois dans la culture béninoise, qui sans savoir, qui chantent en Yoruba, sans savoir peut-être sans connaître les mots, qui ont des salutations, des us et des coutumes en Yoruba, enfin, dans des langues qui sont des langues parlées chez nous. Donc, qui ont des manières, des habitudes. Je pense qu'en quoi les reconnaître, leur permettre de se reconnaître en nous et de reprendre ce qui leur est de droit, en quoi ça ne peut pas être, ça ne peut qu'être une richesse. Évidemment, ouais, ce type d'actions ne peuvent pas toujours recueillir l'aval du tout, parce que ouais, ces choses sont tellement nouvelles parfois, ces réflexions sont assez pointues, ces idées sont assez novatrices, et ces visions sont assez prospectives pour que beaucoup captent le message. Donc, il leur faut du temps. Alors, ne parlons pas de la jeunesse inculte, je dis, je l'assume, qui servie par quelques pseudo-intellectuels dépaysés, qui essayent de salir, de torpiller, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont dépassés, ou soit ils sont dépassés, soit ils ne comprennent pas. Non, ne parlons pas d'eux. Eux, ils sont déjà dans un autre. Mais il y en a qui, de bonne foi, ne voient pas encore de quoi il est question. Je pense que progressivement, ils le verront. Je pense que c'est une richesse. C'est une richesse pour nous d'élargir le champ. Le Bénin est trop petit. Le Bénin est trop petit en termes de géographie. Mais lorsque déjà, à moins de 4 heures de vol d'oiseaux entre Cotonou et Brasilia ou autre, donc 4 heures de vol, on peut déjà nous identifier par ça. Après, de Cotonou vers Haïti, de Cotonou vers l'Afrique du Sud, de Cotonou vers la Martinique, voilà. Donc, je pense que le chef de l'État y était d'ailleurs, c'était le même message. Donc, bref, c'est dire que nous pouvons élargir le champ en termes de consommation de l'art, en termes de consommation de la culture, mais en termes de faire venir les gens. Et les vaudous s'ouvrent, beaucoup de gens offusqués, de danse nudistes, tout ça. Mais ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore cet art brésilien, cette culture brésilienne, sa richesse, sa densité. Et son histoire. Exactement. Voilà. Donc, je pense que nous ouvrons un nouveau chantier. Le chef d'État, je veux dire, ouvre quand même, on peut avoir cette fierté de dire nous ouvrons un nouveau chantier qui sans doute dans les années à venir va prospérer et certainement convaincre les plus incrédules. Voilà, vous l'avez énuméré tout à l'heure, retour des objets d'art, réhabilitation et construction des musées, réhabilitation de nos figures historiques, Tassi Hangbe, Bioguera et consorts, visite en Guadeloupe sur les traces de l'exil de Béanzin, les Vaudou Days, une nouvelle place pour la Gani, le nouveau palais royal du roi, les circuits touristiques, les routes des Somba, la Pendjari, la récente visite dont on va parler au Brésil, l'intérêt pour Haïti. Il y a tout un pipeline de projets dans ce secteur. Oui, pipeline de projets. Ça revient. Oui, le grand tuyau. Les projets dans le tuyau, bon, c'est un terme marketing aussi, le projet dans le tuyau, beaucoup de projets dans le pipeline, voilà. Mais nous allons écouter le chef de l'État sur, on va dire, le socle idéologique de ce projet. Il en a parlé quelque peu au Brésil. Nous allons écouter ces extraits et nous revenons sur ce plateau. Mon pays, le Bénin, ce petit territoire d'Afrique, juste en face du Grand Brésil, de l'autre côté de ce petit cours d'eau dénommé Océan Atlantique. Mon pays, le Bénin, est désormais prêt pour relever le défi avec vous, pour relever avec le Brésil
dans toute sa grandeur, sa diversité, sa puissance, le défi d'une coopération massive, efficace et durable, productrice de développement partagé. Le Bénin, à l'instar de beaucoup de pays d'Afrique, a déjà vaincu ses fragilités, ses vulnérabilités, ses faiblesses structurelles et sa caractéristique est désormais celle d'un grand pays d'Afrique, réformé, sérieux, volontaire à l'effort, laborieux, engagé et bien gouverné. Cela est reconnu par toutes les institutions internationales de développement et de financement, ainsi que toutes les agences de notation. C'est ce Bénin qui invite chaque Brésilien à la découverte d'une partie de ses origines en terre africaine du Bénin, combien doté de splendeur, par sa culture et son art traditionnel et moderne, son vaudou originel désormais magnifié, son patrimoine animalier, géographique et balnéaire, son potentiel économique, tous secteurs confondus, son potentiel créatif dans tous les domaines et son peuple hospitalier charmant. Un peuple qui, sans oublier le passé douloureux, qui le lie à l'Amérique par l'esclavage, a tourné la page des rancœurs et considère désormais que l'Amérique, notamment le Brésil, en raison de la diversité de ses origines, dont le Bénin est une richesse. À notre vue, tous les Brésiliens afro-descendants sont béninois. Et nous devons en être plutôt fiers. C'est pour cette raison qu'une loi sera votée dans quelques jours au Bénin pour reconnaître à tous les afro-descendants qui le souhaitent la nationalité béninoise. Au-delà de ces raisons historiques et affectives, notre démarche concourt, à notre sens, à une meilleure connectivité entre les nations. L'amitié, la fraternité et l'intégration des peuples sont pour nous un puissant facteur de développement partagé et de paix. Tel est pour nous, mesdames et messieurs, le but ultime de la coopération internationale. Monsieur Latek-Gadagoué, on va peut-être se focaliser sur la dernière partie, la dernière phrase de cet extrait du discours du président de la République. La culture, la mémoire, tous ces éléments comme éléments principal de diplomatie et de rapprochement des peuples. Il a parlé de socle de la coopération entre les peuples. Est-ce que vous y souscrivez? J'ai souscrit des pieds et des mains. Si avant lui, le président Kérékou, en tout cas sous la gouvernance du président Yaïpa, me semble-t-il, on a pensé que c'était à travers le football qu'on réaliserait cela. Il me semble que c'est encore plus pertinent de viser concrètement la culture, l'histoire, la mémoire. Et ça va nous amener à revisiter notre historiographie ici. Quelque part, on a vu les traces de la mère du roi Guézo, et ce qui va nous plonger dans les contradictions des royaumes béninois également. Donc il faut qu'on se tienne prêt à faire notre part, à faire l'inventaire de notre propre histoire. On ne doit rien voiler. Et il est temps de dépoussiérer cette histoire, de l'assumer complètement. Et je le disais tantôt, le peuplement brésilien est majoritairement négro-africain. On n'a pas le temps d'en parler ici, mais par différents stratagèmes, et ça montre à quel point c'est un enjeu. Et on s'arrange pour dissimuler cette réalité-là. Et donc pour l'identité brésilienne, il y a également un enjeu à ce que un pays africain, dont sont originaires la plupart des Brésiliens, de par l'esclavage, revendique cette filiation et ce courant-là. Et tant mieux si, enfin, le président Talon a daigné poser ses pieds au Brésil avec ce contenu-là. J'ai eu peur pour mon pays quand, à un moment donné, on a voulu déclasser Brasilia comme ambassade.
dans le mouvement de réduction de nos chancelleries. Je n'ai pas compris que de la même façon, on ait voulu fermer New Delhi, ainsi de suite. Dans les BRICS, vous voyez, c'est au moins 2 puissances importantes qui sont proches de nous, de par leur niveau de développement ou par l'histoire de leur développement. Mais encore plus le Brésil, de par l'histoire de son peuplement, nous est très proche. D'ailleurs, à l'occasion de cette visite, Boniface, l'ambassadeur a présenté ses lettres de créance. Finalement. Non, c'est toujours M. Boniface Billon, qui est ambassadeur au Brésil avec juridiction sur la Havane. L'un et l'autre ne peuvent pas être exclus. Cela s'entend pour moi, quel que soit le coût. Et on a dit tout à l'heure tout le potentiel touristique, économique qu'il y a à entretenir de tels liens. Le Brésil est une puissance économique en plus, et est une puissance au niveau du monde à travers le BRICS, et compte énormément. Le président Lula est un leader planétaire. Je ne vais pas forcer le trait jusqu'à dire qu'il aurait des origines négro-africaines quelque part. Mais c'est une histoire qui doit nous inspirer. C'est une évolution dans leur développement qui peut nous inspirer. Nous pouvons commercer à un niveau plus intéressant pour nous avec ce genre de pays de puissance émergente et dans le multi-alignement au plan diplomatique. Il est de bon ton de dessiner ce axe-là au plus tôt. On ne l'a pas souligné suffisamment. Le Bénin est le premier pays où le président Talon est le président du premier pays africain à se rendre au Brésil depuis la réélection, depuis le retour au premier plan du président Lula. C'est un formidable succès diplomatique. Et si on n'arrive pas à développer le pétrole entre Petrobras et le Bénin, si on n'arrive pas à développer le football, ma foi, il y a cette richesse immense de la culture et de l'histoire entre nous, entre les peuples, pour tisser quelque chose de plus continu, de plus naturel. Et j'ai foi, si nous nous y mettons, si nous structurons et davantage cela, qu'il va en être quelque chose d'exceptionnel. L'Angola avait l'avantage sur nous de la continuité, à la fois de l'esclavage et de la langue portugaise qu'ils ont en partage avec le Brésil, seule colonie portugaise en Amérique latine. Mais le Bénin peut s'en sortir autrement. On a vu la réalité béninoise qui est tenace, qui est prégnante au Brésil, et pas que Bahia, hein. Et puis, à l'inverse, de manière symbolique, pour ceux qui connaissent Ouida, les familles ouidaniennes, l'art culinaire de Ouida et l'architecture de Ouida, celle de Porto-Novo, et symboliquement, la mosquée même de Porto-Novo, qui est une réplique identique de la cathédrale de Bahia, cathédrale catholique répliquée en mosquée à Porto-Novo. On n'est même pas allé demander, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, à une puissance comme le Brésil de venir nous aider à réhabiliter cette mosquée-là. Non, on veut coopérer d'égal à égal. Je pense qu'il y a moyen oui, désormais, il est possible d'échanger en véritable partenaire majeur parce que nous avons des choses à offrir au niveau culturel. Nous avons une histoire et qu'on n'a pas fini d'explorer. Voilà, Georges Anangono, au-delà du Brésil, le président l'a évoqué plusieurs fois dans son discours, ce sont toutes les Amériques qui sont, on va dire, je ne dirais pas dans l'œil du cyclone, mais l'objectif principal de la diplomatie béninoise sous cet angle-là, de la culture et puis de tout ce qui est. Vous l'avez signalé, il était aux Antilles, il était à Martinique déjà, parce que il y croit. C'est ça aussi l'homme. Il croit en ce qu'il dit et il pose des actes pour y arriver. Vous savez, il ne faut pas, lorsque on parle du développement culturel, la rivalisation de notre culture, je pense souvent, il faut faire un clin d'œil au président Soglo, et que après lui, on a cru que on va plus en parler. Mais le président Talon, il est habité par la culture béninoise. Et heureusement, c'est son partage à la présidence de la République aujourd'hui qui nous permet de découvrir. Moi, j'ai même découvert que je ne savais pas qu'il joue Gangan là. Je sais pas. Enfin, j'ai vu qu'il en a joué au Brésil. Ce serait bien qu'il ramène ça et puis on va mettre ça au musée pour le faire. Non, au fait. Le cas musée de Dianagono au musée. Non, on va mettre ça à Ouida, non? Non, ils sont de beaux pas. On fera la généalogie. Allez, continue. Donc, il faut avoir la chance d'avoir un chef d'État qui croit dans la chose. Il croit dans la chose. Et moi, je l'ai toujours dit quand j'entends le président Talon parler, voilà quelqu'un qui, heureusement, je ne l'ai pas croisé en temps
Si tu es une femme et décide de te faire la cour, c'est difficile de résister. C'est-à-dire que c'est un bien agent de marketing. Si vous le dites, attendez. si vous le dites, Quelqu'un a une valeur, il faut lui reconnaître. Pourquoi tu ne parles pas de négociants commerciaux et tu parles de ça? Je le dis que, vous avez vu comment il présentait le Bénin et comment il en parlait avec fierté. Et quand vous rassurez, vous êtes sûr comme ça de votre produit, les gens ne peuvent qu'acheter. Donc ça peut marcher sur les femmes. Oui. 100 ans, le produit n'est pas, et choses là, et là, il ajoute ce qu'il prend pour. Non, il va arriver, lui, il va arriver. Et il finit par parler de cette loi qui va faire que chaque membre de la diaspora va se sentir béninois désormais. Et puis ce qu'il faut rappeler, c'est que ce qu'il faut souligner du moins, pour tracer l'itinéraire, pour savoir de quel pays est notre ancêtre, il semble que le Bénin se présente beaucoup plus, c'est-à-dire permet à la diaspora de retrouver, pour ceux qui sont béninois, ceux qui sont partis du Bénin, de retrouver rapidement, parce qu'entre-temps, le Bénin fait un travail qui fait que les gens peuvent effectivement se retrouver facilement. Alors, si les gens peuvent se retrouver facilement et qu'on leur offre cette occasion de dire, venez, nous avons l'option de vous reconnaître comme béninois, je pense que c'est des initiatives qui vont développer le lien entre nous et notre diaspora. Je le disais tout à l'heure, mais je reviens encore là-dessus. Quand vous voyez les querelles de lutte entre associations, est-ce que c'est panafricain, je vais dire oui, association des gens noirs et tout ça, en France, à un moment donné, lorsque la loi Taubira est sortie justement, et qu'il était question de dire on veut dédommager, et cette querelle a ressurgi tout de suite, où les Antillais disent ah non, et ça ne vous concerne pas, vous qui êtes restés d'ombre. Mais des initiatives comme celle du président Talon devraient ramener à terre pour montrer que c'est pas ce qui nous fait avancer ça. Ce qui doit nous faire avancer, c'est le fait que nous puissions nous mettre ensemble, c'est le fait que nous puissions nous sentir venant de quelque part et étant d'une culture donnée. On a beaucoup de choses à faire en Amérique dans ce domaine-là. Parce qu'il y a tellement des ressortissants des pays africains, des pays de groupe qui sont là-bas et qui ont besoin de revenir. Donc moi, surtout, après tout ce qu'il a dit, l'annonce de cette loi, si la loi peut être votée, et il faudra alors vulgariser ça auprès de nos frères là-bas pour que les gens soient informés. Ça va encore changer, à mon avis, le visage touristique de notre pays parce que ça peut être une vanne où beaucoup de gens pourront se dire si je vais au Bénin, je me sentirai chez moi parce qu'il y a déjà une loi qui me protège, qui me garantit. Et ça, c'est une bonne initiative. Voilà, Agathon Aplomaforican, Georges a dit quelque chose dans son développement. Patrice Talon y croit. J'ai envie de vous poser une question qui peut paraître un peu perverse. Combien de personnes y croient avec lui? D'abord, il faut d'abord que lui, il y croit. S'il n'y croit pas, personne ne croira que ça. Donc du coup, c'est comme la locomotive. Dès qu'elle se met en branle, les wagons n'ont pas le choix. Donc, aussi longtemps qu'il demeure au gouvernail, ou qu'il conduit toujours le navire, parce qu'il peut être au gouvernail, comme il peut être la locomotive, parfois elle est devant, parfois elle est derrière. Derrière, oui. Dans le système de traction. Les wagons sont parfois devant et la locomotive derrière. Bon, dans le français, on parle de. Vous faites dispose de deux locomotives. Donc, oui, donc du coup, ça dépend d'où va la traction, de quel niveau, de quelle direction la traction prend, à l'avant ou l'arrière. Qu'est-ce que vous voulez dire en parlant de ça? Oui, ça peut être derrière. C'est-à-dire la poussée peut venir de derrière. Exactement. Il peut ne pas être aux affaires et continuer à impacter la gouvernance. Donc, c'est dire quoi? C'est dire que nous avons une chance sur encore de quelques durées, moi, comme je l'ai dit, parce que nous sommes dans une phase transitoire. Et beaucoup de bonnes choses nous arrivent. Jusqu'à quand? Beaucoup vont le dire. Donc, combien ils croient avec lui? Réforme du système partisan. Combien ils croient avec lui? Transformation qualitative et quantitative, non, disons qualitative des comportements. Combien ils croient? Développement de l'art touristique à travers toutes les initiatives, tous ces grands travaux, toutes ces révolutions, combien ils croient?
dans ce genre d'agora, tout le monde y est, tout le monde s'invite. Ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, les moins, enfin les éclectiques, on a tout le monde. Mais l'idéal, l'essentiel est que quelqu'un y croit, et que tu fasses la tête qui y croit. Ce n'est pas du si vous êtes prêt, moi je suis prêt. Non. C'est que moi je suis prêt en même temps, je m'engage. Ceux qui comprennent quelque chose, suivez-moi. Lorsque quelqu'un prend les devants, il y a toujours derrière du monde. Et comme ce monde, on peut le qualifier de n'importe comment, mais telle la locomotive va, sa direction, sa vitesse, les autres wagons sont obligés. Aucun wagon ne demeure en deçà de la vitesse de la locomotive. Il y a une marge, parce que les wagons ne peuvent pas talonner. S'ils talonnent trop, il peut y avoir un certain nombre de... Mais le système de la traction est tel que tout ça est co-géré, est géré entre la vitesse de la locomotive et la gestion des wagons. Je pense que c'est ce qui va se... Si on prend cette image, on peut ne pas se préoccuper de ceux qui n'y croient pas. Donc, le président Talon croit en ce qu'il fait, à tous les niveaux. Il le dit avec passion. Moi, quand je le voyais parler, je revoyais encore le président Talon qui prenait service, qui prenait ses serments. Avec son premier discours du chef d'État, c'était le 6 avril 2016, parlant de la lutte contre la corruption. Il dit, je me suis préparé et je suis prêt tout de suite. C'est l'un des... Quand il parlait tout à l'heure, quand j'ai revu l'image, je revoyais encore le père Sarnach, donc le premier discours du président Talon. Et quand il dit je me suis préparé et je suis prêt en même temps, vous l'avez vu, il n'a pas mis en place de commission. Même la commission qui existait a fini par tomber en désuétude et puis bon voilà, c'est passé à autre chose. Donc, c'est dire quoi? Il y croit lui. Maintenant, la nationalité aux Brésiliens et aux Afro-Brésiliens, aux Brésiliens qui le désirent, dans l'absolu, c'est un acte symbolique. C'est un acte d'une grande portée symbolique parce que le Brésil, on l'a dit, vous l'avez dit, c'est un continent. Le Brésil offre il y a beaucoup de perspectives. Devant le Brésil, le Bénin est très petit, tout petit. Donc, les opportunités sont plus au Brésil qu'au Bénin. Mais le petit Bénin peut intéresser un groupe, un pan d'anciens qui ont envie de calme, qui ont envie de se ressourcer, qui ont envie de se replonger dans leur... qui ont envie de terminer. On a vu la famille Dja, vous l'avez dit tantôt, Père Mère Dja, hommage d'ailleurs à la mère. Une grande pensée pour la mémoire de Mère Dja. Mais on a vu cette famille-là qui s'est installée et tout ce que ça a eu comme impact. Donc, c'est une grande portée symbolique, mais c'est une grande portée historique également. Et je trouve que c'est un acte de vision, c'est un acte de visionnaire. Hein, entre autres, dans d'autres domaines, mais dans ce domaine-ci, c'est un acte de visionnaire que le président Talon pose à chaque fois qu'il touche à ce côté très sensible, Joël l'a dit, très sensible, mais qu'il fallait y toucher. En y touchant, ce qui relevait peut-être disons, de tabou, peut entrer dans le débat peut se faire. Les moments viendront, les temps viendront, hein, que ce qu'on avait du mal à affronter comme débat, on peut les affronter. Lorsque le président Soglo lançait Ouida 92 et cette ouverture vers les religions endogènes, c'était pas si évident. Ouida 92 a été critiqué au haut niveau. Je pense que même avec Monseigneur de Sousa, c'était pas si évident. C'était pas si évident à l'époque parce que le président Soglo n'était pas... Mais c'est un acte culturel. Oui, vous le comprendrez, vous sociologues, et d'autres ne le comprennent pas, aussi facilement. Il y a eu de longs débats, de grandes diatribes, il y a eu de donc, après, ouais, quand quelqu'un est venu, c'est pas... On a rapidement oublié Ouida 92. Yaïboni, lui, il trouvait même des... Si on peut même au moins être regardant pour quelqu'un, si on peut être au moins indulgent en disant que bon, je sais pas, sur lui, on a voté la loi sur les fêtes, les jours fériés, et on a introduit quand même ce 10 janvier, qui était déjà dans les cordes avant son arrivée, mais au moins il a assumé.
l'histoire retiendra que sous sa décennie, Mboni n'a jamais participé à une fête du genre. Il se débrouille toujours pour ne pas être sur place. Donc, c'est sa conviction, on peut le laisser, mais on est au niveau national. Alors, donc, parce que quelqu'un là, c'est Georges qui avait évoqué ce président Sogolom, je pense que le président Talon est venu approfondir et aller plus loin. Moi, quand il y a eu les vaudous des, naturellement, on ne peut pas évoquer les vaudous des sans oublier Ouida 92. Parce qu'il y a des traces de Ouida 92 qui sont restées, qu'on a refaites, qu'on a remis au propre, qu'on a réadapté. Et le parcours en est ce qu'il est. C'était vraiment une bonne semaine, une bonne quinzaine culturelle à Ouida. Il y avait aussi la danse brésilienne. Bon, oui, vous faites focus aussi. Mais c'était la danse brésilienne. Oui, mais bon. C'était la cerise sur le gâteau pour ceux qui voient au-delà de ce que tout le monde tente de voir, et sans voir et en criant par ailleurs. Donc, pour moi, je trouve que oui, il y croit. C'est déjà bon que lui, il y croit. Et que dès que lui y croit, beaucoup y croient. Même les incrédules finiront par rallier le projet. Voilà. Avant d'aller plus loin, avant de revenir sur ce côté sensible que vous avez évoqué, surtout de la mémoire et de l'histoire chez nous, nous allons écouter une deuxième séquence du discours du chef de l'État, cette fois devant le gouverneur de Salvador de Bahia, ce que j'ai pu appeler dans mon introduction un nouveau discours de la libération. Suivant. Ce n'est pas parce que l'Afrique a été colonisée que la faiblesse d'aujourd'hui de l'Afrique est exclusivement liée à ce passé. C'est trop facile de tenir ce prétexte pour justifier la faiblesse durable, je dirais peut-être même éternelle de l'Afrique. Il faut en être conscient. Je suis venu porter ce message ici au Brésil. J'ai été à Martinique il n'y a pas longtemps où j'ai porté également ce message que les peuples noirs doivent se réveiller autrement. Qu'ils soient d'Afrique ou de la diaspora, il est temps que les Africains, que les Noirs, sans oublier le passé, ne restent pas enchaînés dans le passé. Il est temps que l'homme noir, pris individuellement, que les communautés noires décident de rentrer dans la compétition en refusant de rester dans les rancœurs du passé. Cela nous faiblit. Cela nous rend vulnérables. Cela fait que nous ne savons pas que nous avons le même potentiel que les autres. Sans oublier les douleurs du passé, si nous nous libérons de cet esclavage nouveau qui est notre souvenir, nous allons nous développer. Les Africains, les Noirs, sont dans un nouvel esclavage que constitue leur souvenir. Il faut se libérer de ça. Et c'est à cela que moi j'ai invité mes compatriotes les Béninois il y a bientôt une dizaine d'années. C'est à cela que je leur ai dit, le Bénin peut se développer. Le Bénin peut sortir de la pauvreté. Parce que c'est l'image que l'Afrique donne. C'est ce que le Brésil sait de l'Afrique, que l'Afrique est un continent pauvre. C'est ce que chacun de vous ici, vous avez comme image des pays africains. Que c'est des pays de bagaille. C'est des pays qui ne sont pas sérieux. C'est des pays qui n'ont pas la volonté, qui manquent d'énergie pour se développer. Et ce n'est pas faux. C'est vrai. Si dans le passé, les Africains ont vendu leurs propres enfants, leurs propres frères à l'esclavage, si dans le passé, les Africains ont été complices des Occidentaux pour la colonisation, jusqu'à maintenant, les Africains sont complices du pillage de leur pays par les autres. Qui est le responsable? Le vrai. Le monde a toujours été un monde de compétition. Les peuples se sont toujours dominés les uns les autres. Les communautés ont toujours été à la quête de la domination des autres communautés. Mais des communautés qui ont été dominées
peuvent devenir plus tard les dominateurs. Jonathan Gadagbe, un nouveau discours de la libération? Il était temps qu'au niveau politique cela fût assumé ainsi. Il n'est pas en tribun, j'espère qu'il est convaincu de ce qu'il dit et qu'il va réussir à entraîner davantage de personnes dans cette visée-là. Il est temps qu'on se responsabilise et non qu'on se défausse sur l'autre, sur l'étranger. Nous avons notre part de responsabilité. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller. Mais on ne peut pas éternellement être dans le sanglot de l'homme noir, ni appeler par ailleurs celui de l'homme blanc. Il s'agit d'aller de manière décomplexée vers le monde, d'évoluer dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, en connaissant ses règles, ses mécanismes, pour en tirer le meilleur profit possible. Sinon, notre survie ne peut pas être de mise. Donc, le temps est venu d'arrêter de se lamenter, de quémander, de se mettre dans la posture de l'Éternel assisté. Je suis convaincu, comme le président, même s'il ne l'a pas dit là, que l'Afrique a quelque chose à apporter à la civilisation de l'universel. Nous en avons beaucoup reçu des autres, mais sans complexe, posons-nous dans le monde, prenons-y notre place avec le maximum de sérieux. Et dans cette compétition aujourd'hui, et sans complexe, organisons-nous pour être aussi parmi les meilleurs. Ce n'est pas rêver les yeux ouverts, c'est simplement prendre la mesure du monde tel qu'il est aujourd'hui. Il est temps que l'Afrique le fasse. Et si c'est un responsable politique qui tient ce discours aujourd'hui, la question est de savoir si c'est le bon moment au niveau des élites politiques. La question, c'est de savoir à quel niveau, par rapport à la question précédente, à quel niveau se trouvent ceux qui font profession de soutenir le président Talon notamment, ou au-delà de lui, la classe politique elle-même, dans toute sa diversité, jusqu'à l'opposition la plus radicale. De quelle manière est-elle habitée aujourd'hui et par ce projet, cette vision? Elle est indispensable pour continuer de compter dans le monde de demain. Et perdre cela de vue serait dommageable pour notre identité, pour notre positionnement dans le monde. Et au-delà du président Talon, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Et la question est de savoir de quelle manière un pays comme le Bénin est à sa suite. Et on parlait on utilisait l'image de la locomotive. Et comment à sa suite d'autres pays africains vont être ceux qui entretiennent ce courant d'idées panafricain pour un véritable panafricanisme. Justement, cette séquence appelle, je ne voulais pas le dire de moi-même, vous l'avez dit. Oui, est-ce que Patrice Talon, ce faisant, donne naissance à une autre forme de panafricanisme, en professant ces valeurs-là précisément? Oui, il ne suffit pas de le faire dans l'éclat d'un discours. Il faut de la continuité, il faut joindre les actes à la parole. J'ai particulièrement aimé la volonté du président Talon de prendre la suite du travail effectué par Pierre Verger-Fatumbi, ce Français, qui s'est complètement identifié à nos traditions et à celle du Brésil, au point d'avoir initié la maison du Bénin, qui s'appelait Maison du Dahomey avant. Et voilà un exemple de ce que nous pouvons prendre notre part de responsabilité au nom de l'État béninois. Et j'espère qu'au-delà de sa personne, cet engagement sera tenu et d'être partie prenante de l'entretien du développement de la maison du Brésil à Bahia, de la maison du Bénin. À Bahia. Voilà, nous avons la maison du Brésil à Ouida d'ailleurs. Donc, de part et d'autre, il faut systématiser les échanges. Et ils sont multiformes. Il y a énormément de possibilités. J'ai quelques doutes et réserves sur certains des 10 accords qui ont été signés, mais j'espère que de manière pragmatique, on saura identifier ce qui est effectivement pertinent pour nous et qu'on ira même encore plus au-delà. Jean Nagounou, Patrice Talon, chantre d'un nouveau panafricanisme. Je suis curieux de connaître les doutes que j'aurai là. On en viendra au doute tout à l'heure. On en viendra tout à l'heure. On n'a pas d'énormes superficies de terre pour nous engager dans ça.
systématiquement. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Jean Agounou, Patrice Talon, chantre d'un nouveau panafricanisme, parce que là, le discours dépasse le champ même du Bénin. Vous savez, je fais très attention au discours allant dans certains sens, en fait. Parce que le panafricanisme, nous avons chanté ça tout le temps, et de peur, et au risque même de vider ça de son sens. Vous voyez, quand moi j'ai entendu le discours du président Talon, effectivement, j'ai dit, mais voilà un nouveau genre de panafricanisme. Est-ce que ça suit ce que les Kwame Nkrumah et Aimé Césaire avaient poursuivi en leur temps? Parce que, vous savez, par rapport à l'histoire, il faut faire très attention, de peur que vous n'ayez plus de boussole. De peur que vous n'ayez plus de boussole. Et je me rappelle du tollé qu'il y a eu lorsque le président Sarkozy a dit à Dakar que l'Afrique n'est pas bien entrée dans l'histoire. Vous vous rappelez? Moi, j'ai applaudi. Hein. Ah non, moi, j'ai pas applaudi. Oui, bon, évidemment, il y a des Africains. Bon, finissez votre discours. On va y arriver. Quand ça lui prend, il faut mieux le laisser. Je chronomètre, ne vous inquiétez pas. Non, quand ça lui prend, je mettais de faire choses là. Parce que si on va trop loin, ça peut ne rester que discours. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure pour dire, il faut... Jusqu'à quel niveau, bon voilà, parce que les grands discours sur le panafricanisme, aujourd'hui, est-ce que l'Africain se plaint du fait que on ne m'associe pas, ou bien on veut me dominer forcément? Et par rapport à ça, il faut que je me libère de la domination. C'est vrai, le président Talon a dit là-bas, je ne suis pas venu quémander, mais c'est sûr que si on lui donnait, il va prendre. Enfin, il a parlé de partenariat parce qu'on peut payer. Il ne va pas cracher là-dessus s'il y avait de l'aide qui sortait du Brésil non plus. Et c'est dans cette dualité que nous vivons. L'aide ne sort pas du néant. On s'entend. Donc on ne peut pas lui donner ce qu'il n'a pas demandé. C'est une évidence. On va laisser Georges finir. Enfin. Oui, Georges finit. En ce qui concerne les relations internationales, pour ce que j'en sais, d'accord, pour ce que j'en sais. On vous donne ce que vous n'avez pas demandé? Laissez-le finir. Allez-y. Tu seras guéri de ça. Non, je chronomètre. Je voudrais dire, le débat est trop sensible. Vous voyez, ce que le président Talon vient de dire, le débat est trop sensible et fait de réflexion, fait de parfois même d'affrontement entre les cadres et entre les intellectuels. Celui qui veut évoluer, écoutez, ce Béninois qui a inventé le robot à opérer en Allemagne, en France. Voilà. Et est-ce qu'on l'a empêché de faire cette découverte? Est-ce qu'on l'a empêché de faire les travaux qui l'ont conduit jusqu'à ce niveau-là? C'est pourquoi le discours, je suis d'accord que ce discours, ne restons pas dans cette idée que on ne veut pas de notre développement, on nous empêche de développer, et que nous devons sortir, nous devons nous lever pour montrer ce que nous savons faire. Et où est-ce que nous voulons aller? Et parfois, des événements arrivent. Moi, j'ai suivi un reportage. Est-ce que vous ne dites pas la même chose que ce que le président Patron dit? Oui, mais je dis, il faut faire, quand vous y allez, il faut en même temps avoir les pieds sur les freins pour ne pas tomber dans le discours, dans cette rhétorique qui existait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est fort ce que le président Talon dit. Et on peut se demander où sont les moyens, ou qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire avant et qu'on va faire aujourd'hui et qui sera déterminant dans ce domaine-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'aime bien sa volonté, j'aime bien ce nouveau discours, mais je garde les pieds sur le frein pour ne pas aller trop loin et pour ne pas peut-être tomber dans l'utopisme. Bon, voilà, je finis par le dire, pour ne pas tomber dans l'utopisme, en fait. Vous partagez cette prudence de Jean Agounou. Il parle d'utopie. Bon, vous comprenez que je ne peux pas partager ça. C'est pourquoi je vous pose la question. Moi, je suis Diane naturellement. Si vous connaissez mon origine, disons, et ma doctrine politique, vous comprendrez que moi, le chef. La dictature. Vous comprendrez que moi, je ne peux pas enfourcher cette trompette. Mais moi, il faudrait, quand on le dit,
qu'on embrasse toute la sphère. Ouais, moi, tout ce qui vient, moi, je ne suis pas de nature à attaquer le colon. Comme je l'ai dit, j'ai vu des débats, il n'y a pas d'oppresseur, d'opprimé. Moi, je ne suis pas là pour ça. Qu'est-ce que nous faisons? La colonisation est terminée depuis 1960, théoriquement. Les gens sont partis. Mais bientôt 65 ans. On va quand même pas dire que c'est le blanc qui fait que nous sommes dans là où nous sommes. Le passage de talon 2010, 2016 à aujourd'hui, on a vu par la volonté d'un seul homme, là où on est arrivé. Évidemment. En tout cas, la volonté politique. Oui, la volonté politique d'un seul homme, on a vu comment il a boosté un certain nombre de progrès par lui, parce qu'il a voulu. Donc ce discours n'est pas de l'utopie, ce n'est que sa doctrine à lui. C'est la vision politique du président Talon qui vient et qui est ressorti. Je pense que la première fois qu'il a théorisé, à mon humble avis, c'est à Dakar. C'est à Dakar, là, il y a 5 ans ou il y a 4 ans. C'est ça. Quand on reprend ce discours de Dakar, quand on reprend sa première visite à Paris, je suis venu à Paris pour demander de l'aide. Ce n'est pas la première fois qu'il a dit. Il a dit ça à Paris déjà, lors de sa première visite. On n'est pas venu. Mais ça casse avec plein de chefs d'État qui vont pour dire, bon voilà, aidez-nous à faire notre jeunesse, notre équipement. Devant François et Emmanuel Macron ici. Au sorti de la crise de la Covid, le Bénin a refusé Exactement. La remise des dettes, le discours de Dakar d'ailleurs. Non, Dakar, c'est sur les risques. C'était le niveau d'endettement. Oui, et je pense qu'il a essayé de dire, bon, au lieu qu'on nous annule les dettes, nous préférons plutôt qu'on finance. C'était réaffirmé dans le cadre de la crise de la Covid. Nous avons, à l'étonnement de tout le monde, dit voilà. Non, on ne veut pas de remise. On n'est pas dans l'utopisme. Et le président Talon l'applique à sa gouvernance. Je pense que nous avons financé des élections directement. Les gens parlent de la dette du Bénin, mais ce que le Bénin a construit avec la dette, avec les fonds qu'on lève, sans attendre nécessairement une aide au développement, assujetti à plein de conditionnalités et de pression, je pense qu'on doit pouvoir s'y reconnaître. Moi, j'ai fait la révolution, je suis un élève d'un enfant de la révolution, je le revendique. Et si la révolution, sa rhétorique de 72 à 90, c'est de dire à bas le colonialisme, à bas la bourgeoisie, à bas, bon, quand on dit à bas, ici, la différence c'est qu'il n'y a plus de dire à bas, il faut prendre ce que tu dois prendre et avancer. Donc, ce qui a le colon d'hier ne peut pas être l'ennemi d'aujourd'hui. À mon humble avis, il va devenir un partenaire. On gagnera s'il faut passer par lui pour avoir accès au marché des armes ou bien d'équipements militaires pour sécuriser notre frontière, nos frontières, autant y aller. Mais il ne faut pas avaler tout ce qu'il lui demandera. Donc d'égal à égal, c'est nous qui achetons, c'est lui qui nous offre la possibilité d'aller sur le marché. Je pense que cette logique, les jeunes devraient, je pense que ce discours du président Talon doit être un discours lu aux jeunes. Le président Soglo disait en 90, il faut bien un plan Marshall pour l'Afrique. Et que les Blancs nous le doivent bien, l'Europe nous le doit bien. Parce que donc c'est le même discours, mais dépoussiéré de 30 années, ou de près de 40 années, de près de 40 années qui sont passées. Le président Soglo demandait un plan Marshall. Le président Talon dit, ne nous attardons pas sur ce passé-là. Prenons ce que nous-mêmes on peut faire. Et moi, ça rejoint, je trouve, le titre ne proclame pas cette écriture. Je suis de cette doctrine-là, moi. J'estime que nous avons des potentialités, nous avons des possibilités, nous avons des capacités. Nous avons notre intelligence doit pouvoir nous aider à avancer. L'hôpital, le centre international hospitalier de Tabom-Calavi, je prends. Mais ce qu'on peut dire, rien que là, cet hôpital-là, qu'est-ce que ça nous amène? Nous pouvons maintenir nos cerveaux, les cerveaux qui s'en vont pour aller servir ailleurs. On a la possibilité de les capitaliser, de les maintenir ou de les retenir tout au moins quelques mois pour qu'ils viennent travailler ici et prendre la santé à plus de Béninois qu'avant. Ensuite, l'économie qui se développe autour de ce centre. Lorsque on fait le point, ce qu'on y gagne en termes de frais d'évacuation, du nombre de personnes impactées, des technicités qui vont venir,
des équipements qui vont entrer, du commerce que ça va induire au niveau de l'immobilier et d'un certain nombre de petits emplois autour. Mais c'est cela. Est-ce que ce projet, ce projet est fait avec l'expertise de ceux qui en ont, dont certains proviennent des pays en parenthèse de l'oppresseur ou du colon. Donc, c'est une affaire de partenariat gagnant-gagnant dans lequel on doit s'incruster au lieu de se lamenter du matin au soir. Précisément, cet hôpital n'est pas un don, c'est un prêt de l'Agence française de développement. Voilà. Donc, nous avons emprunté de l'argent, on va payer avec les gens. Ça n'a pas été offert. Exactement. Voilà, merci. Donc, voilà un peu. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune utopie là. Et moi, c'est un discours à prendre comptant. Mais le prenant comptant, nous qui avons peut-être eu un passé politique lié un peu à cette vision d'indépendant. Qui en avait vu. Et moi, le concept du panafricain, moi, je trouve qu'il faut l'Afrique est multiple. L'Afrique est multiple. Et nous n'avons pas les mêmes histoires de colonisation. Et donc, l'anglophone n'a pas le même discours, la même rhétorique sur le colon que le francophone. Et les pays lusophones n'ont pas la même histoire. Et autant, en évoquant ce sujet, moi j'estime que c'est celui qui a du mal, celui qui a du spleen post-colonial ou bien qui a du mal à digérer, la plupart c'est les francophones. Oui. Et face à un Brésil, dont l'influence n'est pas, les pays lusophones ne sont pas si nombreux en Afrique, dans un pays comme le Brésil ou comme la Martinique, je pense que le discours présidentiel, c'est beaucoup plus pour les Africains. Je pense que c'est beaucoup plus, peut-être qu'il s'est déporté, mais pour dire des choses qui nous concernent, nous, les Béninois, mais aussi toutes ces ordres intellectuels africains qui passent son temps et leur temps à faire de la rhétorique post-coloniale en pensant que c'est les autres qui sont le problème. Mais, je finirai par là, ne vous en faites pas. Lorsqu'on a dit ça, il ne faut pas non plus consommer le produit de l'autre aussi mécaniquement. C'est peut-être là, moi, ma petite réserve. On doit revisiter et la démocratie. Pour moi, on doit la revisiter parce que c'est un prêt à consommer dont on a hérité et sur lequel il y a plein de problèmes, de compréhension, de sémantique, de procédure. Et pour moi, on a beau se prendre en charge lorsque au niveau de l'appareil de gouvernance, de l'appareil qui booste le tout, mode d'élection, mode de gestion du pouvoir, institutions politiques, lorsque la réflexion n'emballe pas ces champs, on va faire tellement d'efforts, mais le verre va rester dans le fruit parce que nous avons hérité des institutions du colon. À mon humble avis, ces institutions lui sont propres et correspondent à son histoire, à sa géographie, à son mental, à son environnement, à ses évolutions. C'est pas évident que nous soyons sur la même longueur d'onde, absolument. Et quand j'ai dit ça, je suis convaincu que la polémique va s'enfler. La polémique va s'enfler. Joël Ateg-Guédébré, un autre champ d'où vient la polémique aussi par rapport à ce discours présidentiel. Est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse en ce sens qu'en l'absence d'un récit national, en parlant du Bénin, d'un récit national cohérent où chacun peut se retrouver, est-ce que cette parole est perceptible pour tout le monde? Je me rappelle que Roger Bayonvi, à la suite du retour des objets d'art, avait posé ce problème de façon concrète. Nos peuples sont différents, même dans ce même Bénin, nous avons des perceptions différentes de l'histoire. Alors, quelle est la perception que les Béninois dans leur ensemble peuvent avoir de ce discours et de ces actions quand nous n'avons même pas un simulacre de récit national? Est-ce que ça ne pose pas un autre problème d'appropriation? En partie seulement. On ne serait pas tous identiques, heureusement. Je préfère la diversité, je préfère nos différences qui devraient nous enrichir mutuellement parce que je suis convaincu que l'histoire, le parcours des uns et des autres peuvent nous inspirer et de part et d'autre en ce qui est pertinent à des instants donnés. Voilà, pour ne pas vous couper, oui. Pour pouvoir rajouter à la réflexion, pour ne pas vous couper, le consultant en a parlé tout à l'heure, il a parlé d'une jeunesse inculte, parce que pour toute cette masse, il faut bien leur apprendre quelque chose.
Forcément, il y a beaucoup à apprendre à la jeunesse montante. C'est la majorité de notre population. Donc, il y a une responsabilité par rapport à l'historiographie. Il faut saluer le gouvernement du président Talon qui a mis en place, dans la foulée du retour des biens culturels de France, une commission par rapport à l'homologénisation ou l'harmonisation de l'historiographie du Bénin. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et quand je prends seulement les royaumes originaires de Tado, dans la partie méridionale du Bénin, le chantier est très vaste. Et au-delà, parce que le Bénin ne s'arrête pas à Porte-Novo, à Lada ou à Bomé, il faut bien tenir compte des autres. Prenons les bâtonnons, c'est encore autre chose. Avec les nagos et autres, là, si on s'y met, il y a forcément des contradictions à solder. Il y a de la réconciliation surtout à envisager de part et d'autre. Mais, même à l'intérieur des Tado. Oui, absolument. Et comment? Oui, justement. Nous y voilà. Et si c'est pas la fêlure ou la fracture qui a permis aux colonisateurs de faire son entrée, et suivez mon regard. Et donc, c'est de cette division, déjà, de cette méfiance atavique qu'il y avait quand même entre des frères, issus pourtant d'un substrat commun, qui a eu des divisions à la veille de la colonisation. Mais ne sont jamais tout à fait les mêmes. Bon, on s'est retrouvés ensemble dans un territoire qu'on appelle le Bénin aujourd'hui, avec des apports venus d'un peu partout. Nous avons à apprendre à construire la nation. J'aimerais à répéter souvent Ernest Renan qui dit que la nation est un référendum de tous les jours. Et donc ça ne se décrète pas. Et il faut cette volonté de vivre ensemble. Il faut qu'on se raconte à peu près un narratif soutenable, qui ne minimise pas, qui ne victimise pas, mais qui responsabilise. Et quand on a fait ça, il faut pouvoir aller vers les autres aussi. Et voilà qu'une partie de nous-mêmes est déjà de manière puante très visible à Haïti et au Brésil, à Cuba, pour ne parler que de ces trois pôles-là. Et il faut saluer des musiciens. Je parlais de Pierre Verger tout à l'heure comme photographe français, mais des musiciens comme Angélique Kidjo ont fait le travail initiatique, le travail qui consiste à aller vers les autres. Et j'imagine que dans mes secteurs également, ça s'est fait, mais on n'a pas exploré tout ce potentiel-là. Et c'est en ça qu'une visite à ce niveau-là est intéressante pour booster les choses, pour redonner du dynamisme à ça. Peut-être même aller vers les anciennes colonies lusophones comme l'Angola, le Mozambique et je ne sais quoi. On doit pouvoir retrouver des traces de nous-mêmes en cas de situations qui nous inspirent par rapport au monde d'aujourd'hui. C'est comment exister aujourd'hui et s'assumer comme tel qui est important. Et quand on a fini ça, les jeunes, il faut les former. Il est impératif que non seulement l'éducation civique soit remise au goût du jour, mais qu'on ait une manière quand même de transmettre l'histoire, les valeurs aux générations montantes qui nous rassurent et sur ce qu'elles pourraient faire demain de la nation. Mais en attendant, ceux qui ont la responsabilité du vivre ensemble, ceux qui sont les politiques qui aspirent à gouverner, ne démontrent pas un engouement suffisant et encore moins rassurant par rapport à ces questions-là. Qu'est-ce que tout ça va devenir en l'absence du président Talon et à son départ des affaires du pouvoir? On a vu le creux qu'a laissé le président Soglo dans son élan. Et fondamentalement, de toute façon, pour le profil de nos dirigeants, on voit là qu'il est important qu'ils soient habités d'histoire, qu'ils soient habités de culture, et d'esprit d'entreprise, et des relations internationales, et j'en passe. Donc, un président de la République désormais, les élites qui vont avoir à gouverner notre pays se doivent de se mettre à jour et de pouvoir avoir du répondant et pour entraîner non seulement leurs compatriotes, mais au-delà, probablement, d'autres peuples, d'autres États, sans volonté d'impérialisme, de domination. Monsieur Jean Angounou, on peut dire que le président a fixé le cap. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Maintenant, le travail reste aux intellectuels pour construire ce socle sur lequel ce discours peut avoir de la résonance. Oui, si vous voulez, je ne suis pas contre. Ce que je retiens dans ce discours, c'est que restons pas enfermés dans l'histoire, mais décollons. Ne restons pas enchaînés. Dans l'histoire, oui, mais décollons pour pouvoir aller en avant. Et pour... dans une posture de victime. Et on décolle. Si on doit décoller, c'est pour aller où et vers quoi?
D'accord? Et donc, c'est pourquoi il disait, au moment où les Kwame Nkrumah présentaient leur discours, c'est aussi comme ça que c'était un chanteur. C'est plein d'espoir et de l'avenir et tout. Aujourd'hui, on peut faire le point pour dire depuis la bataille de ceux-là, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et donc, pour dire que le discours du président Talon donne, est-ce qu'un nouveau départ, on va dire, une autre orientation, en fait, à ce que devait être le panafricanisme. Qu'est-ce que nous devons faire? Et ça, il faut comprendre que ça peut différer d'un intellectuel à un autre, qui pourrait dire, moi, je pense que si c'est ce chemin-là, cette orientation-là, pour moi, elle n'est pas là. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce combat, ce panafricanisme, et certains intellectuels panafricanistes aujourd'hui vous diront, n'oublions jamais les traits de l'histoire, n'oublions jamais la culture, parce que c'est ça qui nous fait au-delà de tout, au-delà de tout. Comme on disait tout à l'heure, moi, la différence culturelle, pour moi, ne constitue pas un frein. La différence culturelle permet de déterminer chacun, mais aussi de regarder qu'est-ce que nous avons en commun, vers quel but nous allons. Et c'est là le décollage pour prendre ce qui nous unit, ce qui fait que nous ne serons pas bloqués dans notre état d'aller devant, pour prendre ça et se baser sur cela pour aller de l'avant. Mais justement, à qui revient ce travail? Non, disons à nous-mêmes d'ailleurs. Si on confie ce travail à un autre, on va toujours rater. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à nous-mêmes revient ce travail, mais que nous-mêmes aussi, on soit convaincus de là où nous allons, on soit convaincus de quelle orientation nous donnons au développement. Moi, je ne pense pas, évidemment, justement, qu'on ait eu une jeunesse culte. Non, je pense que le débat n'est pas là, parce que la jeunesse, elle a besoin d'être formée, comme nous aussi, quand on était jeunes. Bon, je me rappelle que, bon, le panafricanisme, c'était la chanson qu'on chantait. Mais les Robert Dessous était panafricaniste aussi. Peut-être il demeure encore. Mais faisons le point du combat que nous avons fait jusque-là. Et c'est à partir de ça qu'on peut savoir les nouvelles orientations qu'on donne. Et dans ça, alors, on va mettre le discours du président Talon et chercher tout ce qui... Rappelez-vous que le combat en Afrique du Sud, c'était de se libérer du colonisateur, du dominateur, pour avoir la vie meilleure. Mais les reportages qui sont faits aujourd'hui, après, je ne sais pas, l'apartheid, ça fait 30 ans, 40 ans que c'est passé. Après ça, avec la dominante de l'ANC, où est-ce que nous en sommes? Les reportages montrent que les conditions aujourd'hui, les sociétés, les entreprises en Afrique du Sud. Donc vous donnez de l'eau au moulin à ce que Agapit, à sa chute de tout à l'heure, il faut aussi remettre à plat le dispositif politique. Je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai dit, faisons un point pour savoir qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Parce que dans la jeunesse d'aujourd'hui, il ne reste pas de panafricanisme. Mais un panafricanisme qui, moi, effectivement, me gêne parce que c'est un panafricanisme qui déteste un dominateur, mais qui prend un autre dominateur de l'autre côté. Ce panafricanisme-là ne m'intéresse pas. Parce que l'Afrique doit chercher à être elle-même. Mais les endroits où on a cherché à être même, c'est pourquoi je donnais l'exemple de l'Afrique du Sud. On pouvait dire qu'à partir de Mandela, les Noirs eux-mêmes ont pris la gestion de l'Afrique du Sud. Mais il y a une réalité aujourd'hui, près de 80% des entreprises appartiennent toujours à des Blancs. Donc, où est-ce que on n'a pas su gérer la jonction? C'est là qu'il faut chercher et partir. Sinon, si on ne le fait pas, et c'est ce que je disais tout à l'heure, si on ne le fait pas, un discours, ce bel discours du président Talon va rester aussi un discours et n'aurait pas produit d'effet probant sur le terrain. C'est là, moi, mon équipe, c'est pourquoi je dis, j'avance, mais en gardant toujours les pieds sur les freins. À la rapide Napoléon africain, au-delà de la question politique, j'ai envie de vous entendre sur une évolution de la question que j'ai posée à Joël Atek-Edegbe. Dans le discours qu'on a écouté tout à l'heure, le président parlait de vendeurs d'esclaves. D'accord, ceux qui ont vendu des esclaves de chez nous. On sait que chez nous, certains peuvent le dire comme ça, il y a ceux qui ont vendu et ceux qui ont été vendus. Est-ce que ce discours, on peut faire table rase de façon aussi abrupte et avancée
sans régler ces questions, c'est pourquoi j'insistais tout à l'heure, ces questions non pas culturelles mais historiques parmi nous, vous l'avez évoqué dans Diatado, est-ce que ce discours peut être entendable s'il n'y a pas eu un préalable, un travail en amont? On ne va pas rappeler les esclaves vendus. On ne va pas aller prendre ceux qui ont vendu les esclaves, ils sont morts. Donc, vouloir faire l'inventaire, c'est perdre du temps. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut écouter le président. La colère peut être légitime. Elle peut rester légitime à longtemps. Tout comme la colère de ceux qui sont contre la colonisation. Tout comme les colères de ceux qui, les nôtres, les tireurs sénégalais, les gens qu'on a utilisés un peu comme les bêtes de somme. Voilà. Donc, on peut faire tout ces inventaires si on veut, mais pour aller où? L'histoire est là. Moi, je prends, ouais, j'étais en Allemagne en 95. En 95, ça fait 20 ans, 20 ans après la fin de la chute du milieu. Non, 40 et 30 ans. Après la chute de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 95. Là, oui, ça fait 40 et 45, 95. Ça fait 50 ans. 50 ans. Ça fait 50 ans, non? Alors donc, ça en Allemagne en 95, ça fait 50 ans. Et il y a eu beaucoup de production. C'est ma première fois. Il y a beaucoup de production depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous savez, moi, j'ai suivi un cours d'allemand avec c'était un cours de langue. Et qu'est-ce que ce jour-là, c'était un jour là, c'était en mai, où le prophète disait, pour nous les Allemands, la réunification était pour nous simplement de dire, notre passé nous appartient, mais nous regardons devant. Notre passé nous appartient, mais nous regardons devant. Pour nous les Allemands, le fait de maintenir Berlin comme capitale et Bonn comme capitale, d'abord culturelle, comme capitale en entendant, capitale provisoire, une ville culturelle, une ville qui n'a pas l'étendue pour avoir d'ambition de capitale, c'est que nos pères ont fui loin, en se disant, oui, l'Allemagne est divisée, mais l'Allemagne sera toujours une seule Allemagne. C'est en 1995, dans le langage du professeur de l'époque. Mais dans le monde entier, un pays comme l'Allemagne a souffert le martyre. On peut dire a été agresseur, a été agressé, on peut tout dire de l'Allemagne, mais aujourd'hui c'est la première puissance d'Europe. Comment les Allemands ne passent pas leur temps à faire le point de qui a fait quoi avec qui? Ils regardent devant. Et au moment où les Français marchaient contre les réformes, Gerhard Schröder, élu à gauche, gouvernait presque à droite, et positionner l'Allemagne dans l'Allemagne de 98, dans l'Allemagne de 2000, de 2015, de 2020. Et c'est ça qui a permis l'équilibre de ce pays, même si après, bon, il y a un certain essoufflement. Mais quand vous regardez, je pense que nous pouvons regarder le Japon, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Nagasaki, Hiroshima, on n'a pas besoin de le répéter, mais le Japon d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est une puissance. Et la Chine donc. Je pense que nos pays ont besoin d'aller de l'avant. Qui a vendu, qui a... Ça, c'est fait. Il faut marquer. S'il faut faire des mémorials, des statues, comment on appelle des lieux de mémoire. S'il faut en faire ici et là, il faut le faire. Il faut peut-être, comme on a eu les vaudous il faudrait peut-être qu'on trouve les instants pour saluer la porte de non-retour. Et dans cette dynamique-là, tout comme l'île de Gorée. Donc, il y a de ces moments où on pense à ceux-là qui sont partis pour ne jamais revenir. C'est une manière de souvenir. Mais après ça, il faut qu'on aille de l'avant. Aller de l'avant. Mais c'est le discours fondateur pour aller de l'avant. C'est ce discours-là. Et la chance du président Talon, c'est que lui, il est aux affaires. Il est aux affaires. Donc, ce n'est pas un discours vaseux, un discours creux. C'est un discours qui a déjà un contenu, mais lui seul ne peut rien faire. Il va positionner le Bénin, il va tenter. Mais si ça ne continue pas avec les générations qui vont suivre, donc c'est un discours fondateur comme d'autres discours. Pourquoi on parle de Nkrumah aujourd'hui encore? Même si ce qui Lucien Légondet ne peut pas faire le printemps. Mais on en parle quand même. Oui. Pourquoi on parle de tous ces panafricains qui ont eu quand même à semer tout au moins ce grain
de prise en charge par le noir de sa propre destinée, par le colonisé de sa propre destinée. Pourquoi on en parle? Parce que, oui, c'est des discours qui n'ont peut-être pas pu aller plus loin parce qu'on attend peut-être que tout le monde soit prêt. Moi, je pense que ce qu'on fait avec les Brésiliens aujourd'hui, la Martinique hier, essayer de se retrouver autour du destin commun, chacun avec sa particularité, c'est déjà une ouverture vers demain. Alors moi, je ne vais pas te demander, le cas de l'Afrique du Sud, je ne vais pas aller regarder ça. L'Afrique du Sud, post-apartheid n'a rien à voir avec l'Afrique du Sud de l'apartheid. C'est pas possible. Il y a, les disparités ont beau rester, les autres ont eu le temps de s'incruster. On ne va pas dépouiller les autres. Donc du coup, les Noirs qui ont été reclus dans les townships, ce n'est plus le cas depuis 40 ans, depuis 90. Les conditions de vie de ces peuples, ça ne peut pas changer du jour. Ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Du coup, ce que ça fait, c'est que ça pousse au pessimisme. Non, qu'on se du dit, tout. Mais Il si faut... on a fait tout ce agapite. Non, mais laisse-moi, non, tu avais parlé, laisse-moi finir. Voilà. Non, ne me dis pas agapite. Ça, c'est moi qui parle maintenant. Donc, oui, tu peux intervenir, mais ne dis pas agapite. C'est-à-dire que ne viens pas me prendre comme si j'étais arrêté la parole. C'est ça qu'il a fait. Je chronomètre. Je te le conseille. Laisse qu'on te coupe ton idée. Peut-être que je te le conseille. ça peut ne pas amener loin, en fait. Je te le conseille, mais ne dis pas agapite comme si c'est moi qui t'ai coupé. Ça te gêne quand je dis ça? Non, ça me gêne pas que tu me coupes. l'agapite. Donc, l'Afrique du Sud ne peut pas pâlir de la situation des Noirs aujourd'hui. Bien au contraire, ça a évolué. On n'a rien à voir avec ça, n'a rien à voir avec l'apartheid. Après, les disparités, c'est normal. Et c'est ça le néocolonialisme. C'est ça le problème. Ça dit quoi? Lorsque le colon est parti, qu'a fait l'autre nègre? Il s'est mis à la place du colon. Il fait pire que le colon. C'est ça la domination de l'ANC. Les travers sont de l'ANC. C'est pas les travers, c'est pas le système qui a produit ça. Le Dahomey à 60 était plus développé que certains pays. On envoyait des cadres ailleurs. Pourquoi le Bénin a pâti de quelque chose? Il faut remonter. Donc, c'est les cadres, c'est le néocolon. Ça dit que l'homme de chez soi qui a pris la place de l'oppresseur, il est plus oppresseur que l'oppresseur lui-même. Et c'est ça qu'il faut combattre. C'est pour ça qu'il faut plutôt créer les débats et les conditions pour laisser le colon à sa place, aller l'utiliser quand on en a besoin, utiliser ses équipements, utiliser sa technologie, lui monnayer notre intelligence, donc dans la dynamique d'un partenariat gagnant-gagnant, et créer notre nouvelle histoire sans nécessairement nous référer à son temps à lui. Lorsque le président Talon a inauguré les monuments, c'est Bioguera, l'Amazone et surtout l'obélisque, le mémoire au dévoué, ce dont on parle peu, dommage. Et je pense que ce discours, le discours qu'il a eu tout récemment, et le discours du Brésilien, mais rejoint ce discours-là. Mais ce soldat inconnu devant lequel on va déposer, au pied duquel on dépose les gerbes, qui est-il? C'est le soldat du colonisateur. Et donc, je ne vais pas reprendre son discours aujourd'hui. Mais tout ça là est lié. Donc quand vous suivez Talon depuis 2008-2016, il est lui dans sa dynamique à lui. Il pose ses actes. Il appartient aux successeurs de comprendre la philosophie, de rentrer dedans et surtout de maintenir la dynamique. On ne dit pas que le successeur doit épouser la logique de Talon, mais il est évident que l'homme noir, l'homme qui vient 40 ans, 70 ans après le colon, ne peut plus continuer à dire c'est à cause du colon que nous sommes dans cette situation-là. Moi, je pense qu'il est temps de quitter dans ça, comme disent les Ivoiriens, et d'avancer. C'est là que moi, je me retrouve dans le discours. Oui. Monsieur Latek-Gadegbe, comment enraciner, comme Agapit l'a évoqué, enraciner ce nouveau mindset, pour utiliser une expression, un anglicisme, comment enraciner ce nouveau mindset au-delà même de la personne du président de la République, puisque en définitive c'est le plus important. J'ose croire qu'il va laisser cette trace-là et que ça va être récupéré pour ce que ça vaut par ceux qui suivent, ceux qui auront la responsabilité de diriger notre pays. C'est de ne pas être habité par ces éléments fondamentaux de connaissance de l'histoire des relations internationales, d'un certain nombre de mécanismes qui fait que à la tête ou en cas en situation de diriger,
certains sont défaillants ou si peu convaincants. Et tout ce qu'il faut appeler, c'est davantage de contenu, de conviction pour entraîner dans un élan encore plus intense la majorité de la population. On n'a que trop faire de nous diviser dans tous les sens, mais le débat doit être là où cela vaut de l'être. Les Allemands, les Français ont affronté leur histoire. Elle ne date pas que de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1870 et j'en passe. Enfin, si je remonte même à la Prusse et autres, là, ce fut épique. Donc, on ne se remet pas comme ça de tout ça. Mais il faut avoir la conscience, la constante d'un devoir de mémoire qui ne transige pas avec la vérité. Et on ne doit pas s'amuser à jouer avec la vérité. Il faut qu'en Afrique, en tant que Béninois, nous apprenions à respecter la vérité. C'est une responsabilité importante dont il faut se convaincre. Et le reste devient plus facile parce qu'on se libère. Mais à être perpétuellement dans le faux, dans les faux fuyants et autres, là, on tourne en rond, on désespère et puis on énerve les autres. On construit rien comme ça. Et donc, il faut aussi être capable de réconciliation et le prouver dans ses actes les plus anodins. Et c'est aussi important pour emporter la conviction des uns et des autres. Donc, il y a des discours cosmétiques, il y a des discours à usage commercial, peut-être diplomatique et autres là, mais face à nous-mêmes, évaluons poste par poste. C'est pas en termes de devoir d'inventaire, mais c'est en termes d'exigence, c'est en termes d'exemplarité. Et que la question se pose pour chacun de nous, de se convaincre que nous avons atteint un tel stade, celui que Agapit décrit, où on est décomplexé, où on doit se décomplexer dans le monde d'aujourd'hui, et ne pas chercher à être les éternelles victimes, les éternels assistés, mais poser les questions qui fâchent, le cas échéant, et puis apporter des solutions, des suggestions qui enrichissent le débat et le vivre ensemble. Voilà. Il nous reste 7 minutes pour finir ce débat, mais nous allons, avec la complicité de la régie, écouter ce dernier extrait du président de la République et nous allons finir là-dessus. Tour de table pour clôturer cette émission. Agapit Napoléon Mafourican, si on revisite quelque peu tout ce qui a été dit ce soir, en tout cas cette nouvelle posture cette posture du président de la République qui n'est pas nouvelle, est-ce que pour vous ça ne rejoint pas quelque peu ce qui a été dit en début du mandat, est-ce que le canton sur nos propres forces ne prend pas aujourd'hui encore plus d'épaisseur? Est-ce que on n'est pas dans le continuum naturel de tout ce qui a été dit, donc une cohérence du début jusqu'à la fin, même si on n'est pas encore à la fin du mandat? Je voulais dire que c'était de l'eau dans mon jardin, parce que ce n'est pas que dans le début du mandat, c'est ce que ça rejoint le discours pour une politique nouvelle d'indépendance nationale. C'est cela, le 30 novembre 1972. Quand vous reprenez le discours du 30 novembre 1972, pour une politique nouvelle d'indépendance nationale, c'est comme ça que c'est intitulé. Vous le regardez, c'est pas Mathieu Kékou qui l'a rédigé. C'est l'establishment, c'est les jeunes, c'est les cadres, c'est ce que nous comptions de face vive, politique, intellectuelle, jeunesse, c'est la plupart qui ont motivé, bon, avec quelques nuances près, c'est eux qui ont motivé un peu ce discours-là, mais quand vous prenez le discours, mais il est fondamentalement en phase avec ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin nécessairement d'aller faire la guerre à l'oppresseur, comme on le dit, je mets toujours ça en griffe, parce que lui, il a trouvé son champ, il est venu faire son marché. Des Béninois ont vendu des Béninois. Donc, si on doit faire le point, c'est d'abord ceux qui ont fait ce sale job qu'il faut aller poursuivre. Oh, ils ne sont plus là. Pourquoi leurs descendants vont répondre de ça? Ils n'ont pas à répondre de ça. À mon humble avis, spirituellement, ça se gère peut-être pour ceux qui sont dans la dynamique de karma ou d'affaires de génération sur génération. Ça, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais lorsqu'on est dans la gouvernance, dans le vivre ensemble, dans la cohabitation pacifique, il me semble que on n'a pas à s'en faire
à s'en prendre aux descendants de ceux qui ont fait ce sale job-là. Parce que, comme je l'ai dit, l'Allemagne nazie a existé. Mais les Allemands, aujourd'hui, ne pâlissent pas. Ils affrontent le monde. Et ils sont présents en état responsable, en pays responsable. Et on n'a pas à leur compter le passé. Parce qu'ils se sont assumés. Il faudrait qu'on soit dans cette posture-là de s'assumer. Et on peut le faire. Parce que d'autres pays qui étaient comme nous l'ont fait. Et il n'y a que le travail, en fait. C'est ce qui était dit en 72. Donc oui, ce qu'a dit le président Talon n'est pas l'un non plus des pères fondateurs de l'OUA. On en a passé aujourd'hui, combien? 61. Donc, les pères fondateurs de l'OUA, non, il y a eu le 28 mai dernier, je pense que le 27 mai, voilà. Enfin, il fallait décoloniser, et il fallait une unité. En 2002, on a parlé du marché commun, on a parlé du NEPAD, Nouvel Partenariat pour le développement de l'Afrique, on a dit tout ça. Mais quels sont les facteurs qui inhibent ce type de pensée? C'est là, ça c'est au niveau continental. Mais qu'avons-nous fait du Conseil de l'Entente dans notre auto-région? Que faisons-nous de l'UEMOA qui aurait pu être aussi fédérateur, alors que moi je trouve que le Conseil de l'Entente est le meilleur possible, qui peut continuer à créer cet environnement d'une prise en charge par nous-mêmes de nos propres idées. Alors donc quand vous regardez un peu les nouvelles situations avec le Niger, vous vous demandez, mais bon, est-ce que vraiment tout le monde a la même conscience? Mais bon, on en a tellement parlé que moi... Donc, je pense que c'est un projet à long terme. Je pense qu'on a perdu du temps. On a perdu tout au moins 50 ans dans des rhétoriques et dans les récriminations stériles. Mais est-ce que vous êtes optimiste? Oui, moi je ne peux pas ne pas être optimiste. Pas certainement, j'ai un âge où je ne suis pas sûr de dire je vais voir ça. Je vais voir du concret. Mais le peu que moi je vois avec le président Talon, moi ça me suffit. Parce que, sans peut-être se revendiquer de 72, je pense qu'il fait beaucoup de choses sur lesquelles moi je me retrouve en tant que Béninois, en tant que citoyen béninois. La fierté du Bénin, c'est lorsque j'entends, moi je ne suis pas venu demander de l'aide. Je suis venu voir un peu de la technologie, je suis venu voir comment on peut faire un partenariat gagnant-gagnant. Ma fierté de Béninois, c'est lorsque devant Macron ici, le président dit non, nous voulons bien lutter contre l'insécurité. On n'a pas accès au marché. Ce que nous demandons, c'est votre caution, c'est votre aide pour que nous ayons accès à ce marché. Il n'a pas dit donner nos âmes. Donc, c'est cette fierté assumée. C'est d'organiser les élections nous-mêmes. C'est de ne pas être là pour que les bailleurs de fonds vous imposent ici, vous imposent ça. C'est cette fierté. Moi, je me contente déjà de ça. Mais je vais être encore plus optimiste qu'au niveau de la sous-région. Et non, déjà au niveau national, et je pense que c'est Joël qui l'ont dit, il faudrait déjà que cette fierté d'appartenance à une nation puisse peut-être être renforcée. Ça c'est peut-être ma déception. Ça demande un travail. Un gros travail. Non, sur le PPB, ça a été fait. Au niveau des langues, on a tenté. Le Bénin même, le nom Bénin vient de cette volonté de fédérer. Bon, ça a fonctionné de manière factice. Dès 1990, les petites résurgences des origines, des sous-origines, des petites sous-origines. Avant, à l'OETB, c'est 3 langues. Après, on est passé à je ne sais pas combien de langues. Aujourd'hui, mais si vous ne savez pas faire, si ils n'ont pas canalisé, mais vous avez parlé une soixantaine de langues. Bénin à la FIA, je ne sais pas combien de langues on y parle. Donc, il y a trop de... Radio à la FIA. Oui, radio à la FIA. Donc, il y a beaucoup. Tout le monde veut que sa petite langue passe. Si on ne règle pas cette question d'appartenance à un ensemble et un destin commun, une vision commune, un développement commun, un avenir commun, si on ne le voit pas ainsi, on ne se sentira pas. Mais quand des chefs d'État, comme Patrice Talon aujourd'hui, comme d'autres hier, sortent ce genre de choses, je pense que ça ne va pas rester lettre morte. Et peut-être, d'impact en impact, ça va prospérer. Je veux être optimiste. Vous partagez cet optimisme pour sortir de ce débat? Non, mon optimisme, c'est toujours aussi avec pincette, c'est ma nature. C'est pas que je suis pessimiste de nature, mais ce que je disais, c'est que
nous avons revisité cette visite du chef de l'État au Brésil. Moi, je considère qu'on a eu 2 temps. Le temps où nous tous, on a fait choses là. On a trouvé que tout ce qui a été fait au Brésil, c'est bon. Et le chef de l'État a posé un nouveau débat philosophique. Et ce débat a besoin d'être analysé. Je ne trouve pas forcément c'est de dire, moi, j'adhère ou j'adhère pas. Il a réaffirmé. Oui, Agapite. Non, tout à l'heure, il a couru. Donc, c'est pas de dire j'adhère ou je n'adhère pas. D'accord? La question, c'est d'analyser un discours, un nouvel engagement, de l'analyser et de trouver que, bon, à certains endroits, si on ne fait pas attention. C'est ça mon discours. Parce que, aujourd'hui, le panafricanisme réveillait hier plus qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on avait mis là-bas tellement haut et on a placé l'espoir des Africains pour dire que ça va nous permettre de nous libérer. Et c'est ce que je disais même quand j'ai touché l'Afrique du Sud pour dire on était très chaud là et on était très optimiste par rapport à ce qui va arriver à la peut-être est-ce de l'euphorie. Bon, d'accord. Et qu'après, le président n'a jamais parlé du panafricanisme. Mais attention, il faut. Je dis le discours lui dont l'a il pas fait. Agapite, le discours Oui. qu'il a fait, c'est un discours sur le panafricanisme. Enfin, D'accord? ça dépend. Et donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons aussi rester là et l'analyser et nous dire j'adhère ou je n'adhère pas. C'est pas moi. Moi, c'est pas mon option. Moi, c'est pas ce que je fais. Et donc, je dis que même en Afrique du Sud, comme tu le dis, il y avait l'euphorie. D'accord? Et c'est le risque d'un discours. Quand vous faites le discours et que vous mettez là-bas vraiment haut et que l'espoir est trop grand, lorsqu'on fait face à la réalité, lorsqu'on tombe dans la réalité, les gens n'ont plus ce qu'ils espéraient et à partir de ce moment-là, ça peut conduire à la déception et à la limite au pessimisme. Et c'est pourquoi je dis, pour l'Afrique aujourd'hui, essayons de voir qu'est-ce qui est possible. Et c'est ça que les intellectuels vont mettre en place. Qu'est-ce qui est... Vous avez longtemps qu'on fait ça. Agapite. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Il est temps de passer à l'action. Quelle action tu as fait? Il est temps de passer à l'action. Il y a tellement de gens, il y a tellement... Attends, pardon. Qui ont- Il y a tellement de pensées, Oui. qu'on dit qu'il faut passer à l'action. Oui. Et on a même cru à un moment donné qu'on a passé à l'action. Seulement ce que les Africains ont récolté, les populations africaines récoltent en retour, ce n'est pas à la hauteur de l'espoir qui était mis. faut continuer, Et je dis, il il y faut a un continuer. risque. Et c'est pourquoi moi je dis, il y a un risque. continuer. Je disais, je mettais le pied sur le truc. Voyons ce qui est possible. C'est ça qu'on dit. Ouais, laissez-le. Mais c'est On ça. va lui couper le micro. On va lui couper le micro. On a Allez-y. jamais dit d'aller faire des bons. Je lui laisse. Il faut déjà croire en ce qu'on dit. Je lui laisse. Ah, Je non, lui laisse. non, c'est pas une affaire de. On est dans un débat pour éduquer aussi. C'est pas une affaire de je lui laisse. Quand Georges dit, c'est comme s'il y a un bon, il y a ceux qui font l'apologie d'un bon à faire et ceux qui disent il faut voir. Le discours du président n'a pas dit faisons des bons. Lui, il a tracé une ligne. Laissons le passé. On ne peut pas oublier, mais avançons sur ce que nous pouvons faire de mieux. Ça rejoint d'autres discours. Mais la question de la faisabilité. Et toi, je vais parler de notre Vous devoir. complétez. Notre devoir, c'est comment faire pour peut-être que, à nos états, à nos niveaux d'emploi, que nous puissions faire ce pas-là. Chacun comme il peut, c'est tout. Moi, Chacun à son il n'y a niveau. pas un bon à faire, comme si la main devrait descendre du ciel et on va transformer Caribe en syllabe de jour au lendemain. Non. Cette fois-ci, le micro est coupé. Allez, finissez. Ah, vous Allez-y. voulez avec couper ça, d'accord, finalement. Et donc, ce que je pense que pour que nous puissions rester sur terre, vous savez, et je peux encore le dire, le président Talon est un homme beaucoup optimiste. Et quand il veut faire son discours, ou bien quand il veut placer ses ambitions, vous trouvez que les ambitions sont vraiment au top niveau. Et c'est ce qu'il a essayé de faire dans ce discours par rapport à nouvel élan de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique doit faire? Comment est-ce que l'Afrique doit considérer les relations désormais? Et je dis, si on y met trop d'optimisme, à l'arrivée, lorsque les peuples n'ont pas une satisfaction à cette hauteur-là, ça peut conduire à un pessimisme. Or, le panafricanisme, c'est une réalité. Et ce que le président Talon a dit, ça permet de comparer à certains panafricanismes aujourd'hui. N'oubliez pas que les États de l'AES disent qu'ils sont panafricanistes. Oui. D'accord? Il faut un discours. Mais le discours que le président Talon vient de faire montre que lui aussi il est panafricaniste. Et donc, comment faire pour joindre les deux? Parce que moi je le dis, ce panafricanisme qui consiste à dire, bon, je quitte le français mais je vais au russe, Oui. d'accord?
pour moi, bon voilà, on n'est pas sorti de ce qui nous arrive, d'accord? Donc c'est vrai, il faut que l'Afrique repense une nouvelle manière de voir les choses, mais en tenant compte de la réalité. Et je dis, moi, j'avance avec les pieds sur les freins. Jonathan Gadagbe, un discours, en tout cas, tous les discours que le président a prononcés au Brésil se rejoignent quelque peu. Un appel plutôt à la responsabilité, peut-être pas à l'euphorie, mais à la responsabilité, à la prise de responsabilité de chaque Africain, à commencer par chaque Béninois. Oui, fondamentalement, il faut se féliciter de l'avènement de cette visite-là. Qui cristallise au plus haut niveau, et je veux l'espérer durablement, ce que le potentiel de nos relations. Beaucoup de choses ont été passées en revue. À travers la culture, nous avons vu comment nous avons un substrat commun qui pourrait peut-être faciliter l'échange, l'identité, ou comment la quête d'identité de certains, plus que d'autres, je parle de ceux qui ont été déportés de l'autre côté, et peut les amener à découvrir le Bénin actuel également, et à ce qu'on se rencontre pour des partenariats fructueux dans maints domaines. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui sont au Brésil dans des domaines variés. On ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Certains font la transition par là pour aller aux États-Unis ou dans d'autres pays européens. Le Bénin doit pouvoir faire un suivi de tout ça parce que c'est un accès au potentiel universitaire, technologique du Brésil qu'on ne canalise pas bien, dont on ne voit pas les retours pour notre pays, alors qu'il y a un courant déjà. Sur le plan artistique et culturel, il y a par-ci par-là des choses, la fresque de la tolérance, enfin de la fraternité qui est au niveau de l'ancien hôtel du port, qui a été offerte par la première dame Claudine Talon, a été dessinée par un artiste brésilien. Et j'imagine, au moins dans ce domaine du graphisme, qu'il y a eu des échanges avec des graphistes, avec des artistes, des plasticiens béninois. Donc, dans mes petits domaines et par petits courants, essayons de construire quelque chose qui tienne la route, qui s'entretienne, qui s'auto-entretienne. J'ai été heureux d'apprendre que dans le domaine de la recherche, des choses vont se faire en matière de biotechnologie. Probablement que le Brésil peut nous inspirer utilement à l'échelle qui est la nôtre, pour parler de l'INRAB, parce que sans recherche agronomique digne de ce nom, on ne peut pas assurer le développement agricole avant tout le reste. Et à défaut de pouvoir prendre l'avion entre Brasilia et Cotonou, entre São Paulo, Cotonou, Bahia, Cotonou, il y a le bateau pour organiser des croisières de découvertes mutuelles, comme les Ghanéens savent si bien le faire. On a tant à échanger, tant à apprendre, même dans le domaine du cajou, de la croissance rapide du cajou. Et du soja. Du soja, non, c'est une puissance mondiale, de l'élevage bovin, que sais-je encore. Il y a beaucoup de champs à explorer. De la transformation des mangues, des fruits comme la mangue, et voilà, de manière terre à terre, dans les produits pharmaceutiques de premier plan. Voilà. Et le Brésil peut être une alternative utile pour le Bénin et pour ceux qui ont des choses à proposer du Bénin. J'ose croire qu'il y a un courant qui vient d'être ouvert officiellement. Voilà. Agapi n'a pas recommence cette fois pour finir parce qu'il vous reste paradoxalement 1 minute de temps de parole. Ne donnez pas ça. Pour être équitable. Je vais la évoquer, je chronomètre. Vous avez mis votre chrono? Je vais la évoquer tout à l'heure. Pour finir, une belle réussite diplomatique. Non, c'est pas la réussite diplomatique. Je pense que ça, on ne va pas le lui apprendre. C'est ceux qui ont conduit cette affaire. Je pense que autour de ministre d'État et Wadaï, le ministre Bakary, donc la jonction coopération affaires étrangères fonctionne très bien. Je pense que bon, c'est vrai que le ministre n'était pas présent et ça a donné lieu. Bon, ça, on ne va pas rentrer dans cette polémique. Mais il est évident qu'il y a un gros travail qui est fait par les ministres sectoriels et qui font. Ce qui est intéressant, c'est ce que Joël vient de là où il conclut. Vous savez, là, Cotonou, Brasilia et la suite. Il a parlé de New Delhi, quelqu'un a parlé de New Delhi au départ. Ouais, là, on ne se concentre pas sur le colon. Moi, j'estime que ce qui est intéressant ici, c'est que des peuples de même situation, peut-être au départ, et que d'autres ont pu faire le développement, ces peuples essayent de se retrouver. Ça veut dire quoi? Nous avons un passé qui nous a peut-être divisé par rapport aux esclaves qui sont allés au Brésil et autres dans les Amériques. Mais nous avons un présent à bâtir, qui n'a rien à voir avec le colonisateur. Ici, on est dans le passé,
qu'on a envie d'enterrer, parce qu'il y a des choses nouvelles. Que moi, je pense qu'il faut qu'on sème cet optimisme dans la tête des Béninois et des Africains en disant qu'il y a mieux à faire que de ressasser le passé. Il y a mieux à faire, c'est de regarder devant et surtout partout où on peut aller. On a développé l'Afrique du Sud facilement, sans visa. Vous allez à la jeunesse, on n'a pas besoin de visa pour y aller. Alors, et là, vous apprenez l'anglais, même si vous bredouillez. Nous avons le Nigeria à 2 pas ici. On a le Ghana de l'autre côté. Pourquoi nous ne développons pas l'anglais pour pouvoir aller affronter ou aller défricher d'autres contrées? Voilà un peu la logique que moi je pense que je tire de la logique présidentielle sur ces questions-là. Voilà. Merci Agapine Napoléon. Je veux compléter. Il veut compléter. Une prolongation. Je rappelle que vous êtes consultant politique, Georges Anagounou, socio-anthropologue, et Joël Ateg-Edegbe, expert en gouvernance. Merci à vous pour ces échanges. Mesdames et messieurs, nous sommes au bout de notre rendez-vous de ce mercredi, du forum politique de ce mercredi, en espérant que vous avez glané ici et là quelques réponses à vos préoccupations. Mais comme à l'accoutumée, vous pouvez retrouver nos échanges, comme vous le faites d'ailleurs beaucoup. Vous êtes nombreux à nous suivre sur nos plateformes numériques et nous vous en sommes reconnaissants. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live, et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.